Dans la fin de ce cours, on va s'intéresser à la dimension finie. Donc dans tout ce paragraphe, on va supposer que les espaces sont de dimension finie. On va commencer par définir ce que c'est que le rang d'une application. On se donne E et F, deux espaces de dimension finie. On prend une application petit f qui va de grand E dans grand F. Et on va appeler rang de petit f, ce qu'on va noter RG, parenthèse F, la dimension de son image. Donc rang de F égale dimension de imF. Alors pourquoi est-ce qu'on a le droit de parler de la dimension de l'image de F? Parce que imF est un sous-espace vectoriel de grand F qui est de dimension finie, donc tout sous-espace vectoriel de grand F va être aussi de dimension finie. La proposition 18 nous dit la chose suivante, que si on prend une base de grand E, une base finie donc, puisque grand E est de dimension finie, on prend l'image de ces éléments, on obtient une famille génératrice de imF. Donc, si je note U1, UP une base de E, et que je considère les vecteurs f de U1 jusqu'à f de UP, ces vecteurs vont engendrer l'image de f, c'est-à-dire imf égale vect de f de U1, f de UP. Pour la preuve, on va raisonner par double inclusion, montrer que l'image de f est incluse dans l'espace engendré par les f de U1, f de UP, et réciproquement. Je note donc U1UP une base de E. Je vais commencer par montrer que l'image de f est incluse dans l'espace engendré des images f de U1 jusqu'à f de UP des éléments de cette base. Donc je prends un élément dans imf et je veux montrer qu'il appartient à cet espace-là. Mon élément de imf, que j'ai appelé y, va vérifier la chose suivante. Il admet un antécédent dans l'espace de départ de f, c'est-à-dire grand E. Je note cet antécédent x, tel que f de x est égal à y. Maintenant, je sais que U1UP est une famille génératrice de E, c'est même une base de E, donc il va exister des scalaires lambda 1, lambda p, tels que x s'écrivent somme des i égale 1 à p, des lambda i ui. Y est égal à f de x, donc il est égal à f de la somme des i égale 1 à p, des lambda i ui. Mais f étant linéaire, l'image de la somme est la somme des images, et l'image de la combinaison linéaire est la combinaison linéaire des images. Donc y va s'écrire la somme des i égale 1 à p des lambda i f de ui. Et maintenant, j'ai montré que y était une combinaison linéaire de ces éléments f de u1 jusqu'à f de up, ce qui me montre bien que y appartient à cet espace, l'espace engendré par les f de u1 jusqu'à f de up. Donc ça me montre l'inclusion entre imf et l'espace engendré par les f de u1 f de up. On veut maintenant montrer l'inclusion réciproque, à savoir que l'espace engendré par les f de U1 jusqu'à f de UP est inclus dans l'image. Je vais donc je pourrais prendre un élément ici et montrer qu'il appartient à ça, mais je vais plutôt remarquer que tous les éléments qui engendrent cet espace, les f de UI, c'est-à-dire les f de U1 jusqu'à f de UP, sont des éléments de l'image, puisqu'ils s'écrivent f de quelque chose. Si tous les éléments appartiennent à l'image, comme l'image est un sous-espace vectoriel, alors l'espace engendré par ces éléments va être inclus dans l'image. Donc ça me montre que l'espace engendré par les f de U1 f de UP est bien un sous-espace vectoriel de imf. Alors vous remarquez que dans les deux preuves, on n'utilise pas du tout le caractère libre de la famille U1UP, on utilise uniquement le fait que la famille U1UP est une famille génératrice. Alors en réalité, le résultat est tout à fait vrai avec une famille génératrice. En pratique, on considérera généralement une base, donc c'est pour ça qu'ici je vous ai mis une base, mais le résultat reste vrai si on suppose uniquement que U1UP est une famille génératrice finie de E. Alors on va tout de suite voir des exemples. On va commencer par considérer l'application qui va de kn crochet x dans k crochet x qui à p associe p plus p'. Pour déterminer son image, jusqu'à présent on aurait pris un élément de k crochet x et chercher à déterminer une condition pour qu'il admette un antécédent, en essayant de trouver des conditions de compatibilité du système. Ici, on va pouvoir simplement prendre une base de l'espace de départ, c'est-à-dire une base de kn crochet x, on va prendre par exemple la base canonique, calculer les images, et les images vont nous donner une famille génératrice de l'image. Alors ici, j'ai ma base canonique, je calcule les images par f. Je vois que pour tout k compris entre 0 et n, l'image de x puissance k, c'est lui-même plus sa dérivée, c'est-à-dire x puissance k plus k fois xk moins 1.
Ainsi, d'après la proposition précédente, l'image de f est engendrée par les images de cette base, c'est-à-dire le vecteur 1, 1 plus x, 2x plus x carré, jusqu'à xn plus nxn moins 1. Je vois que chacun de ces polynômes est de degré distinct, degré 0, 1, 2 jusqu'à n. Donc ça forme une famille libre qui contient n plus 1 vecteurs, c'est-à-dire ça va donc être une base de kn crochet x. Donc l'image de f est kn crochet x. Et donc j'ai réussi à déterminer assez facilement l'image de f sans avoir besoin de raisonner sur l'existence ou non d'un antécédent. Alors ici j'ai modifié mon espace d'arrivée pour avoir kn crochet x, pour avoir un espace vectoriel de dimension finie. Et donc comme on a montré que l'image était égale à kn crochet x, on a que l'application est surjective. Alors je vais ensuite considérer l'application qui va de Rn crochet x dans Rn crochet x et qui a un polynôme P associe le polynôme P' de x plus 1. Pour calculer son image, je vais calculer les images de la base canonique de Rn crochet x. Alors je commence par le polynôme constant égal à 1, sa dérivée vaut 0, donc j'obtiens le polynôme nul. Pour le polynôme x, sa dérivée vaut le polynôme constant égal à 1, donc le polynôme P' de x plus 1 sera égal au polynôme constant égal à 1. Pour x carré, je commence par calculer la dérivée de x carré, j'obtiens 2x, évaluant x plus 1, 2 fois x plus 1. Et de manière plus générale, pour tout cas compris entre 0 et n, l'image de x puissance k par phi va être le polynôme k fois x plus 1 à la puissance k moins 1. Je sais que ces images engendrent l'image, donc l'image de phi est engendrée par les images des polynômes de la base canonique, c'est-à-dire par 0, 1, 2 fois x plus 1, etc. jusqu'à n fois x plus 1 à la puissance n moins 1. Je peux enlever le vecteur nul, ça ne change pas l'espace engendré. Je me retrouve donc avec l'espace engendré par les polynômes 1, 2 fois x plus 1 jusqu'à n fois x plus 1 à la puissance n moins 1. Ces polynômes sont tous de degrés distincts. J'en compte n. Ils appartiennent tous à Rn-1 crochet x. Et donc, cet espace vectoriel-là est de dimension n. C'est un sous-espace vectoriel de Rn-1 crochet x. Donc, c'est égal à Rn-1 crochet x. Ou bien, dit autrement, ces éléments forment une famille libre de Rn-1 crochet x. Famille libre qui contient n vecteurs, avec n la dimension de Rn-1 crochet x. Donc, ces vecteurs forment une base de Rn-1 crochet x. Et donc, l'espace engendré par ces vecteurs est égal à Rn-1 crochet x. Ainsi, j'ai montré que l'image de phi était égale à Rn-1 crochet x. Alors, la proposition 19 nous dit la chose suivante. Si je prends une application linéaire petit f qui va de grand E dans grand F, alors tout d'abord, le rang de f est inférieur ou égal à la dimension de grand F. Le deuxième point, f est surjective si et seulement si la dimension de f est égale au rang, et lorsque f est surjective, la dimension de E est supérieure ou égale à la dimension de grand F. Pour le premier point, il faut revenir à la définition de rang. Par définition, le rang de f, c'est la dimension de imf. Imf est un sous-espace vectoriel de grand F, donc sa dimension doit être inférieure ou égale à celle de grand F. Pour le deuxième point, je sais que imf est inclus dans grand F, et donc je vais avoir égalité si et seulement si j'ai égalité des dimensions. Ça me montre le deuxième point. Enfin, pour le troisième point, je suppose que f est surjective, donc je sais que l'image de l'application linéaire f est égale à grand F. Si je prends une base U1 UP de E, j'ai montré que les images f de U1 jusqu'à f de UP formaient une famille génératrice de IMF. Je connais une famille génératrice de IMF, elle contient P vecteurs avec P égale la dimension de E. Une famille génératrice est toujours de cardinal supérieur ou égal à la dimension de l'espace qu'elle engendre, donc j'ai P supérieur ou égal à la dimension de IMF, c'est-à-dire dimension de E supérieure ou égale à la dimension de F, puisque j'ai supposé que la dimension de IMF était égale à la dimension de F. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que quand la dimension de l'espace d'arrivée est plus petite
que la dimension de l'espace de départ, elle est surjective. Ça n'est pas vrai. Je vous donne ici un contre-exemple. Je prends l'application qui a x, y, z associe x, x. La dimension de l'espace de départ, c'est 3, strictement plus grande que la dimension de l'espace d'arrivée qui vaut 2, et pourtant elle n'est pas surjective, puisque les éléments qui vont posséder un antécédent sont ceux qui ont des coordonnées identiques. Donc par exemple, l'élément 1, 2 ne possède pas d'antécédent. En revanche, la contraposée de ce théorème, de cette proposition-ci, pardon, va nous permettre d'affirmer que si j'ai une application qui va de R2 dans R3, elle ne peut pas être surjective, justement parce que la dimension de l'espace de départ est strictement inférieure à la dimension de l'espace d'arrivée. Alors, le corollaire 20 nous dit la chose suivante: si j'ai deux espaces qui sont isomorphes, alors ils vont avoir même dimension. Donc deux espaces isomorphes, cela signifie qu'il existe un isomorphisme entre les deux espaces. Je vais supposer, par exemple, que j'ai un isomorphisme petit f qui va de grand E dans grand F. F est bijective, donc elle est en particulier surjective, ce qui impose donc, d'après la proposition qui précède, que la dimension de son espace de départ, c'est-à-dire E, est supérieure ou égale à la dimension de son espace d'arrivée, c'est-à-dire F. J'ai donc dim de E supérieur ou égal à dim de F. Maintenant, je vais utiliser l'application réciproque f-1 qui va de grand F dans grand E. On sait que f-1 est un isomorphisme. Elle est donc bijective, en particulier elle est surjective, et donc en appliquant à nouveau la proposition qui précède, la dimension de son espace de départ, c'est-à-dire f, va être supérieure ou égale à la dimension de E. J'ai montré que dim de E était plus grand que dim de F et que dim de F était plus grand que dim de E, donc j'ai dim de F égale dim de E. Alors attention, là encore, on ne dit pas que lorsqu'on a un endomorphisme entre deux espaces de même dimension, c'est nécessairement un isomorphisme. C'est pas du tout ce qu'on affirme, et on sait que c'est faux. Par exemple, si je prends un endomorphisme de R3 qui est défini par AX, Y, Z, j'associe X, 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 cette application n'est ni injective ni surjective, bien que j'ai même dimension de départ et d'arrivée. Alors dans cette section, on va montrer le théorème du rang qui va lier le rang d'une application, la dimension de son noyau et la dimension de son espace de départ. Avant d'énoncer et de montrer le théorème du rang, j'ai besoin de montrer le théorème suivant, le théorème 21, qui dit la chose suivante: si je prends une application linéaire petit f de grand E dans grand F, si je considère G un supplémentaire de ker f dans E, alors G va être isomorphe à l'image. Plus précisément, je peux expliciter l'isomorphisme, ça va être la restriction de f à grand G. Cette restriction f à grand G va réaliser un isomorphisme de grand G vers im_f. Alors, on commence par traduire les hypothèses. On a supposé que G était un supplémentaire du noyau de f dans E. J'ai donc ker de f somme directe G égale à E. Je veux montrer que la restriction de f à grand G est un isomorphisme. Je vais poser G cette restriction. L'idée est donc de montrer que G est bijective. Je vais montrer d'abord qu'elle est injective, puis qu'elle est surjective. Pour montrer que G est injective, il faut que je montre que son noyau est réduit à 0. Je vais donc prendre un élément petit x de l'espace de départ de G, c'est-à-dire grand G, qui s'envoie sur 0, et je vais chercher à montrer que cet élément est nul. Alors, il y avait une erreur ici. Donc, si petit x est dans le noyau, ça signifie que G de x est nul, élément nul de grand F et pas de grand E. Donc, je suppose que j'ai un élément de l'espace de départ grand G, tel que G de x s'envoie sur le vecteur nul de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire 0 de grand F. Comme G est la restriction de f, si j'ai G de x égale à 0, ça signifie que f de x est nul. Donc j'ai bien x qui est un élément du noyau. Mais x appartient à l'espace de départ qui est grand G, et j'ai supposé que G était un supplémentaire du noyau dans E. Donc cette intersection ici doit être réduite à 0. Ici j'ai pris un élément de grand G. J'ai montré que s'il appartenait à ker de G, il appartenait à ker de f. Donc il appartient à l'intersection, et comme ces deux espaces sont en somme directe, j'ai nécessairement que x est nul.
Donc j'ai pris un élément du noyau de G, j'ai montré qu'il était nul, ce qui montre que le noyau de G est réduit à 0 et donc que G est injective. Alors je souhaite maintenant montrer que G est surjective. Je prends donc un élément de l'espace d'arrivée de G. G c'est la corestriction ici. L'espace d'arrivée c'est IMF. Donc je prends un élément de l'espace d'arrivée de petit g et je dois montrer que cet élément admet un antécédent dans grand G par cette restriction petit g. Mon élément de IMF, par définition, admet un antécédent par F, c'est-à-dire qu'il va s'écrire Y égale F de A avec A qui est dans E. Il n'y a aucune raison de supposer que A est dans G. Ça peut tout à fait ne pas être le cas. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à montrer que Y admet un antécédent dans G, qui n'est pas forcément égal à A, mais il faut que j'en trouve un. Donc pour trouver un antécédent dans G, je vais prendre cet élément petit a de E. Comme E est égal à ker F somme directe G, j'ai le droit d'écrire A sous la forme x' plus x, avec x' un élément du noyau et x un élément de G. Maintenant, je vais calculer f de A. F de A est égal à f de x' plus x. Par linéarité, c'est donc égal à f de x' plus f de x. Mais mon x' ici a été choisi dans le noyau de f. Donc, il s'envoie sur 0. C'est 0 de f ici. Plus f de x, puisque x', puisque x' appartient au noyau, donc ce qui justifie le fait que f de x' soit égal à 0. Et donc, f de A est égal à f de x. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que maintenant, j'ai y qui est égal à f de A, certes, mais surtout à f de x avec x qui est dans G. Donc j'ai réussi à trouver un antécédent dans G à l'élément y de IMF. Ça montre bien que G est surjective et donc que G est un isomorphisme. On peut maintenant prouver le théorème du rang. Alors on va d'abord l'énoncer. Le théorème du rang dit la chose suivante. Si je prends une application linéaire petit f de grand E dans grand F, alors la dimension du noyau plus le rang de cette application linéaire est égale à la dimension de l'espace de départ. Alors pour la preuve, je sais que E est de dimension finie, donc le noyau de F, qui est un sous-espace vectoriel de E, va admettre un supplémentaire que je vais noter grand G dans E. Alors pour rappel, pour ceux qui ont oublié, quand on est en dimension finie, c'est très facile de fabriquer un supplémentaire d'un sous-espace vectoriel. On prend une base de cet espace vectoriel et on la complète, étant donné qu'elle est libre, en une base de l'espace tout entier. D'après le théorème précédent, on a un isomorphisme qui va de ce supplémentaire grand G dans l'image de F. Ça implique notamment que grand G et IMF sont deux espaces qui ont même dimension. Donc j'ai dim_G égale dim de IMF, c'est-à-dire par définition de rang, dim_G égale rang de F. Mais je sais que F et G sont en somme directe égale à E. Donc, j'ai la dimension de E qui est égale à la dimension du noyau plus la dimension de G. Je remplace maintenant dimension de G par dimension de IMF et je me retrouve avec le théorème du rang qui affirme donc que la dimension de l'espace de départ E est égale à la dimension du noyau plus le rang de F. Alors attention, on n'est pas du tout en train de dire que IMF et KRF sont supplémentaires. Si on considère une application linéaire, IMF et KRF ne vivent pas au même endroit, puisque KRF est un sous-espace vectoriel de l'espace de départ E, et IMF est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée grand F. Donc dans le cas général, KRF et IMF ne vivent pas au même endroit, et donc ils n'ont aucune interaction possible, et ça n'a aucun sens de parler de la somme de ces deux espaces vectoriels. Alors on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser le théorème du rang. Je vous donne l'application qui va de R3 dans R3 qui, à x, y, z, associe le vecteur x moins y, y moins z et z moins x. Je vais commencer par déterminer le noyau de cette application linéaire. Je prends un élément de l'espace de départ, x, y, z, et je raisonne par équivalence. Grand X va appartenir au noyau si son image est le vecteur nul, c'est-à-dire si j'ai x moins y, y moins z, z moins x égale 0, 0, 0. Ce qui est équivalent à avoir x égale y égale z. Autrement dit, grand X va s'écrire x fois 1, 1, 1, c'est-à-dire x appartient à l'espace engendré par le vecteur 1, 1, 1. Maintenant, j'ai déterminé le noyau, je remarque qu'il est de dimension 1. D'après le théorème du rang, j'ai donc la dimension de l'espace de départ R3 qui est égale à la dimension du noyau plus le rang de F.
Cette dimension ici vaut 3. Le noyau, je viens de montrer que sa dimension c'était 1. J'en déduis donc que le rang de f, c'est 2. Si l'image est de dimension 2, c'est facile de trouver une base puisqu'il suffit de trouver deux vecteurs non collinéaires de l'image. Or, je sais trouver des vecteurs de l'image, il suffit de prendre l'image de deux vecteurs. Donc j'ai pris par exemple l'image des vecteurs 1, 0, 0 et 0, 1, 0. Cela me convient puisque les images de ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. J'obtiens les vecteurs 1, 0, moins 1 et moins 1, 1, 0. Donc j'ai deux éléments non collinéaires de l'image et je sais qu'ils vont engendrer l'image. Je reprends l'application qu'on avait vue tout à l'heure qui, à un polynôme P, associe le polynôme P' évalué en x plus 1. On a déjà montré, en calculant les images de la base canonique, que l'image de phi est égale à Rn-1 crochet x. D'après le théorème du rang, la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire Rn crochet x, c'est-à-dire n plus 1, est égale à la dimension du noyau plus le rang. Ici, le rang vaut n, puisque l'image est égale à Rn-1 crochet x, qui est de dimension n. J'en déduis donc que le noyau est de dimension 1. Or, en calculant les images de la base canonique, j'ai calculé phi de 1 et j'ai trouvé phi de 1 égale à 0. J'ai donc un élément du noyau, un élément non nul du noyau. Comme le noyau est de dimension 1, il va être engendré par cet élément non nul. Donc j'écart phi égale vecte de 1, ce qu'on peut aussi écrire R, c'est-à-dire les polynômes constants. Alors, je vais faire l'analogue de la proposition de tout à l'heure sur la surjectivité. Si on va avoir que si f est une application linéaire de E dans f, petit f va être injective si et seulement si la dimension de son espace de départ est égale à son rang. Et si elle est injective, alors la dimension de E va être inférieure ou égale à la dimension de f. Pour le premier point, on sait que f est injective si et seulement si son noyau est réduit à 0, ce qui est équivalent à la dimension de son noyau est égale à 0, et d'après le théorème du rang, ça va donc être équivalent à la dimension de E égale le rang de f. Pour le second point, on sait que le rang de f est toujours inférieur ou égal à la dimension de grand F, puisque l'image de f est un sous-espace vectoriel de grand F. Alors j'ai espacé encore pour que ce soit plus clair. Donc le second point, on sait que le rang de f est inférieur à la dimension de grand F, puisque l'image de f est un sous-espace vectoriel de grand F. Si elle est injective, j'ai la dimension de E qui est égale au rang, donc j'ai la dimension de E qui est plus petite que la dimension de f. Alors attention, à nouveau, on ne dit pas que si la dimension de E est plus petite que la dimension de f, elle est injective. Ça, évidemment, c'est complètement faux. On vous donne ici un contre-exemple. Je prends l'application qui a xy associe le vecteur x moins y, 0, y moins x. Elle n'est pas injective puisque, par exemple, le vecteur 1, 1 s'envoie sur le vecteur nul. Et pourtant, j'ai la dimension de l'espace de départ qui est strictement inférieure à la dimension de l'espace d'arrivée. En revanche, comme tout à l'heure, par contraposé, si la dimension de l'espace de départ est strictement plus grande que la dimension de l'espace d'arrivée, alors on sait qu'elle ne peut pas être injective. Donc par exemple, si j'ai une application linéaire qui va de R³ dans R², je sais qu'elle ne peut pas être injective. Alors on arrive maintenant à un point central des espaces vectoriels en dimension finie. On va se placer dans le cas particulier où on a une application linéaire entre E et F, avec E et F de dimension finie, ça c'est ce qu'on a supposé dans toute cette section-là, et on suppose que dim de E égale dim de F. Alors on va avoir la chose suivante, F va être injective, si et seulement si F est surjective, si et seulement si F est bijective. Je vais noter 1, 2 et 3 ces assertions, je veux montrer que 1 est équivalent à 2 est équivalent à 3. Je sais déjà que si f est injective et surjective, c'est-à-dire si j'ai 1 et 2, c'est équivalent à 3. Ça montre donc que j'ai l'implication 3 implique 1, si elle est bijective, elle est injective, et 3 implique 2, c'est-à-dire si elle est bijective, alors elle est surjective. Je vais montrer que si elle est injective, alors elle est bijective. Je suppose donc qu'elle est injective. Si f est injective, son noyau est réduit à 0. Donc la dimension du noyau est nulle. Maintenant, j'applique le théorème du rang à f.
J'ai donc dimension de son espace de départ, c'est-à-dire dimension de E, est égale à dimension du noyau, c'est-à-dire 0, plus le rang. Donc j'ai dim de E égale rang de F. Or, j'ai supposé que dim de E était égal à dim de F. Donc j'ai la dimension de l'image de F, qui est égale à son rang, qui est égale à dim de grand F. Autrement dit, im_f, c'est un sous-espace vectoriel de grand F qui a même dimension que lui. Ce qui montre donc que j'ai égalité entre im_f et grand F, c'est-à-dire que F est surjective. Je viens donc de montrer que si une application est linéaire entre deux espaces de même dimension finie, si elle est injective, alors elle est surjective. Et donc, elle est bijective, ce qui montre que 1 implique 3. Je vais maintenant montrer que 2 implique 3, c'est-à-dire montrer que si elle est surjective, alors elle est bijective. Je suppose donc que F est surjective. J'ai donc l'image de F qui est égale à son espace d'arrivée, c'est-à-dire grand F. J'applique le théorème du rang. Dim de E, c'est-à-dire dimension de l'espace de départ, est égale à dimension du noyau plus rang de F, mais rang de F est égal à dimension de F. J'ai donc dim de E égale dim de ker F plus dim de F. Mais j'ai supposé que dim de F était égal à dim de E, donc j'ai dim de E qui est égal à dim de ker F plus dim de E. Comme les dimensions sont positives ou nulles, nécessairement, je vais avoir dim de ker F qui est nul, donc ker F qui est réduit au vecteur nul. J'ai donc que F est injective, j'ai donc montré que si F était surjective, alors elle était injective et donc bijective. Ainsi, j'ai montré que 2 implique 3. J'ai donc 1 implique 3 et 3 implique 1, donc 1 équivalent à 3. J'ai 2 implique 3 et clairement 3 implique 2, donc 2 équivalent à 3. Ainsi, les 3 assertions sont équivalentes. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire que lorsque j'ai une application linéaire entre deux espaces de même dimension finie, elle est bijective. Je dis juste que si elle est injective et que l'espace de départ a même dimension finie que l'espace d'arrivée, alors elle sera bijective. Ou si elle est surjective entre deux espaces de même dimension finie, alors elle sera bijective. Autrement dit, si j'ai égalité des dimensions entre l'espace de départ et l'espace d'arrivée, je n'ai besoin que d'une seule des deux caractérisations pour avoir la bijectivité. Alors, on va montrer ce que cela implique. Je suppose donc toujours que j'ai même espace de départ, j'ai même dimension des espaces de départ et d'arrivée. Je vais noter n, cette dimension commune. Et je prends petit f, une application linéaire entre E et F. Alors, je vais avoir équivalence entre ces 4 assertions. F est bijective, son rang est égal à n, F admet un inverse à gauche, c'est-à-dire il existe une application linéaire G telle que G rond F égale IDE, et F admet un inverse à droite, c'est-à-dire il existe une application petite h telle que F rond H égale l'identité sur grand F. Si elle admet un inverse à gauche, petit g, alors elle sera bijective et sa bijection réciproque sera égale à g. Si elle admet un inverse à droite, alors F sera bijective et cette inverse à droite sera sa bijection réciproque. On a déjà vu que c'était faux dans le cas général, c'est-à-dire il existe des fonctions qui admettent un inverse à gauche et qui ne sont pas bijectives. Pour qu'une fonction soit bijective, une fonction de manière générale, pas une application linéaire entre deux espaces vectoriels de dimension finie, deux espaces de même dimension finie, dans le cas général, une fonction n'est bijective que si elle admet un inverse à gauche et un inverse à droite. Donc là, on voit que le fait d'être en dimension finie, ça va nous permettre d'avoir des propriétés, d'avoir uniquement l'inverse à gauche ou uniquement l'inverse à droite pour conclure à la bijectivité d'une application linéaire. Donc tout d'abord, je suppose que f est bijective et donc je veux montrer que son rang est égal à n. Si elle est bijective, elle est surjective, donc son image est égale à son espace d'arrivée, et donc son image qui est égale à son rang a même dimension que son espace d'arrivée, donc j'ai bien n égale rang de f, ce qui montre bien que 1 implique 2. Je vais supposer maintenant que le rang de f vaut n. Je veux montrer que f admet un inverse à gauche.
Alors en réalité, je vais montrer quelque chose de beaucoup plus fort, puisque si je suppose que le rang de f est égal à n, ça signifie donc que j'ai la dimension de l'image qui est égale à f, or l'image est incluse dans grand F, donc im_f est un sous-espace vectoriel de grand F qui a même dimension que grand F, donc il y a égalité entre im_f et grand F, ce qui signifie que f est surjective. D'après le théorème précédent, parce que j'ai même dimension au départ et à l'arrivée, si j'ai une application qui est surjective, elle est nécessairement bijective. Si elle est bijective, elle va admettre forcément un inverse à gauche, puisqu'elle admet un inverse tout court. Donc j'ai montré que 2 implique 3. Je suppose maintenant que f admet un inverse à gauche. Pour montrer que f admet un inverse à droite, je vais montrer que f est bijective. Pour montrer qu'elle est bijective, je vais montrer que si elle admet un inverse à gauche, nécessairement elle est injective et j'utiliserai le théorème précédent. Alors pourquoi, si elle admet un inverse à gauche, elle est injective? Eh bien, pour montrer que je suppose qu'elle admet un inverse à gauche, que j'ai noté G, et je vais montrer que le noyau de f est réduit à 0. Donc pour cela, je prends un élément du noyau, x appartenant à ker f, et je vais montrer que x est nul. Je sais que f de x est égal à 0 par définition du noyau, et donc si j'applique g à cette égalité, j'obtiens g de f de x qui est égal à g de 0, mais comme g est linéaire, j'obtiens 0. Or, j'ai supposé que g rond f était égal à l'identité, donc g rond f de x vaut x, et donc g rond f de x est à la fois égal à x et à 0, ce qui me montre que x est nul. Donc j'ai pris un élément de ker f, et j'ai montré qu'il était nul, ce qui me montre que le noyau de f est réduit à 0, donc f est injective. Maintenant, f est une application linéaire entre deux espaces vectoriels de même dimension finie, donc elle est bijective. Si elle est bijective, elle admet un inverse, et donc en particulier un inverse à droite. J'ai donc montré que 3 impliquait 4. Il me reste la dernière implication, à savoir que 4 implique 1. Je suppose donc que f admet un inverse à droite et je veux montrer qu'elle est bijective. Si elle admet un inverse à droite, je vais montrer qu'elle est surjective, puis j'utiliserai le théorème précédent. Je suppose donc qu'elle admet un inverse à droite que j'ai noté h. Je veux montrer que f est surjective. Pour cela, il faut que je prenne un élément de l'espace d'arrivée, y, et que j'arrive à l'écrire sous la forme f de quelque chose. Je prends un élément y de f. Comme j'ai f rond h qui est égal à l'identité sur f, j'ai y qui est égal à f rond h de y. F rond h de y, c'est donc f de h de y. Donc j'ai bien réussi à écrire y sous la forme f de quelque chose, en l'occurrence f de h de y. J'ai donc montré que tout élément y admettait un antécédent par f, cet antécédent c'est h de y. Ainsi j'ai montré que f était surjective. Elle est surjective entre deux espaces de même dimension finie n, donc elle est bijective et donc j'ai montré que 4 implique 1. J'ai montré donc 1 implique 2, implique 3, implique 4, implique 1. Ça montre que toutes les assertions sont équivalentes.